Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième volet sur l'école. Alors, ceux qui ont suivi les années précédentes, vous savez qu'après une année consacrée à l'école grecque classique, dans son fonctionnement normatif, avec ses 3 degrés théoriques, celui du grammatistes qui apprend à lire et à écrire, celui du grammatikos qui apprend la langue et la littérature, et celui du sophistes, sophiste ou rhétor, qui enseigne les bases de la rhétorique. Eh bien, nous avons, l'an dernier, essayé de voir comment cet enseignement s'est adapté à la nouvelle situation religieuse, en nous intéressant plus spécifiquement aux écoles en milieu monastique qui constituent une bonne partie de la documentation scolaire qui nous est parvenue pour la fin de l'Antiquité. Nous avions vu alors que le matériel scolaire exhumé dans les monastères, comme celui d'Épiphane, où nous étions arrêtés assez longuement, faisait la part belle à la langue égyptienne de l'époque, c'est-à-dire le copte. Par ailleurs, nous avions remarqué que ce même matériel scolaire faisait place à des exercices qui ne portaient pas toujours sur des textes littéraires, comme le tout début de cet ostracone qui montre le premier vers de l'Iliade répété plusieurs fois, qui ne portait pas toujours donc sur la littérature, mais qui pouvait aussi concerner la rédaction de textes de la vie de tous les jours, comme les lettres. C'est le cas de la deuxième partie du même ostracone, les lettres qui semblent donner à cet enseignement une dimension la plus pratique possible. Ce pragmatisme de l'enseignement monastique s'est aussi imposé à nous quand nous avons examiné des textes sur l'interprétation desquels nous avons plusieurs fois hésité. Avait-on affaire, comme avec cet ostracone, à un enseignement des lettres ou bien un enseignement ou des exercices de calligraphie? Ou pour le dire autrement, avait-on affaire à un élève apprenant les rudiments ou bien à une personne ayant déjà acquis ces rudiments, mais essayant, s'entraînant à maîtriser les styles d'écriture, suivant donc un enseignement professionnel destiné à en faire un copiste. J'avais eu l'occasion de conclure que la diversité des interprétations qu'ont données les chercheurs de ces textes eh bien, témoigne avant tout de notre méconnaissance de l'enseignement professionnel ou professionnalisant, comme on a plutôt tendance à le dire maintenant, et des spécificités qui ont pu être les siens à la fin de l'Antiquité. Alors, les résultats auxquels nous sommes arrivés l'an dernier nous ont fait sentir la nécessité d'envisager en détail 2 cas particuliers de l'enseignement en général. L'enseignement copte et l'enseignement professionnalisant. C'est à quoi je vous invite cette année. En poursuivant notre parcours parti du général, pour aboutir au particulier, parcours qui est aussi une descente dans le concret de la réalité sur le terrain, parfois loin des schémas théoriques ou normatifs. Et c'est un des enseignements des papyrus que de nous montrer non l'idéal, mais le réel, qui ne correspond pas toujours au cadre normatif que véhiculent les sources littéraires. Et nous verrons justement que notre enquête nous conduira à démentir certains préjugés encore en vogue concernant l'enseignement aussi bien copte que professionnel. Alors j'ai parlé de particulier, de spécifique, mais nous verrons aussi que le cas particulier de l'école copte ou professionnelle n'a rien pour autant d'anecdotique ou d'accessoire, mais éclaire à sa façon l'évolution de la culture écrite durant la fin de l'Antiquité. Autrement dit, en nous intéressant à ce qui pourrait passer pour des exceptions ou des cas particuliers, d'ailleurs, je dois dire, souvent négligés par les savants modernes, eh bien, nous ne ferons que mieux comprendre ce qui caractérise la culture de l'Antiquité tardive dans cette partie
de l'Empire d'Orient qu'est l'Égypte. Alors commençons par l'enseignement copte. Alors si ces dernières décennies ont vu s'intensifier l'étude du copte, de son éclosion, de sa diffusion, son enseignement n'a curieusement pas fait l'objet de synthèses comme celle magistrale de Raphaël Écribioré, que j'ai eu l'occasion souvent de citer ces 2 dernières années. Ces 2 synthèses que Raphaël Écribioré a consacrées à l'école grecque d'Égypte, Writing Teachers and Students in Greco-Roman Egypt de 1996 et Gymnastics of the Mind, Greek Education in Hellenistic and Roman Egypt de 2001. Alors, en l'absence de monographie, cherchons si le sujet a été traité sous forme d'article. Alors, le constat, je dois dire, n'est guère brillant. L'article, par exemple, Coptic Education dans la Coptic Encyclopedia, qui est un ouvrage important en plusieurs volumes, qui est maintenant d'ailleurs en ligne et qui permet de traiter de la civilisation copte dans son intégralité, eh bien, cet article n'aborde pas l'Antiquité. Alors si, par ailleurs, le catalogue de l'exposition Der Lebenkreis der Kopten, que la collection papyrologique de Vienne, une des plus grandes collections du monde, a consacré en 1995 à la civilisation et à la culture copte, comprend un chapitre sur l'école et la formation, un chapitre qui s'intitule Schule und Bildung, avec 19 pièces, eh bien, la synthèse qui les introduit, que vous avez sur la droite de l'écran, ne fait même pas une page. C'est toujours mieux que le catalogue de cette autre exposition que la même collection viennoise a monté en 2016, Hiéroglyphes et alphabet, 2500 ans d'enseignement en Égypte ancienne, paru en 2016, où les essais introductifs traitent de l'enseignement égyptien, de l'enseignement grec, de l'enseignement arabe, en omettant l'enseignement copte. Alors ce silence autour de l'école copte bien, se retrouve dans un ouvrage général, mais aussi grand public, Coptic Civilization, 2000 Years of Christianity in Egypt, coordonné par Gaudet Gabra, publié au Caire et à New York en 2014. Bien, le chapitre intitulé Langage et littérature, Language and Literature, où il aurait dû être question de l'enseignement, n'en dit mot, alors que la langue, la littérature, les documents, la magie font l'objet chacun d'un chapitre. À croire que le sujet n'existe pas, ou bien qu'il pâtit du nombre d'études menées sur l'enseignement grec à la même période. Une seule synthèse a été consacrée à l'enseignement copte dans une perspective de comparaison avec l'enseignement grec. On le doit à toujours la même personne, la grande spécialiste de l'école grecque, Raphaël Écribioré, qui a publié en 1999 un article intitulé Greek and Coptic Education in Late Antique Egypt, et encore ne fait-il que 5 pages, mais je dois dire 5 pages vraiment excellentes. Les seuls autres articles qui abordent l'enseignement copte traitent en même temps de l'enseignement grec, non nécessairement d'ailleurs pour les comparer, mais tout simplement parce que le matériel apparaît souvent mêlé. Je vous donne quelques titres ici, qui vont de 2005 à 2013. Voilà. Alors, si une synthèse manque sur l'école copte, nous disposons cependant, et heureusement, d'un recueil des papyrus scolaires coptes. Il s'agit de ce volume, Neue Texte und Dokumentation zu Koptisch Unterricht, nouveaux textes et documentation sur l'école, enfin sur l'enseignement copte, publié, alors qu'on abrège dans notre jargon papyrologique, on l'abrège P. Rein Unterricht Copte. J'aurai l'occasion, mais le moins possible, d'utiliser ce sigle. C'est un ouvrage publié en 1999 par Monika Azicka, et ouvrage qui est le pendant
d'un autre volume consacré aux textes scolaires grecs publiés dans la même collection par Hermann Arauer et Peter Seiperstein à Vienne en 1985, intitulé, comme vous le voyez, Neue Texte aus dem antiken Unterricht, nouveaux textes de l'école antique. À cette différence près, ce livre est le pendant du premier, à cette différence près que le texte, le volume d'Azizka tente de rassembler tous les textes scolaires coptes connus et d'en publier de nouveaux appartenant à la riche collection viennoise, alors que le pendant grec de Arauer et Seiperstein se limite aux textes de la collection viennoise. Si l'on peut regretter que l'introduction d'Azizka sur l'école copte, au tout début de son corpus, ne fasse qu'une petite page et demie, on doit savoir gré à cet auteur d'avoir, pour la première fois, essayé de produire un corpus des papyrus scolaires coptes classés en sections selon leur contenu. C'est une source inestimable que j'aurai l'occasion de citer souvent, sur laquelle je m'appuierai pour notre enquête sur l'école copte, même si, comme nous aurons l'occasion de le voir, certains partis pris de ce corpus sont sujets à caution. Alors l'école copte, l'étude de l'école copte est indissociable évidemment du développement du copte et de sa position par rapport au grec. Il n'est donc pas inutile que je revienne sur cette question que j'avais amplement traitée il y a quasiment 10 ans, ici même, dans mon cours de 2016 et 2017, mais dont je ne peux faire ici l'économie pour autant que l'école copte s'inscrit dans un paysage linguistique bien particulier qui a fortement évolué pendant la période qui nous intéresse, et cette évolution, nous devons la suivre, la retracer pour pouvoir mieux comprendre l'évolution aussi de l'école. Alors je rappelle que si, depuis les Ptolémées, l'Égypte est un pays dont la langue officielle, celle de l'administration, eh bien, est grecque, en revanche, la population, dans sa grande majorité, a comme langue l'égyptien. Alors les 3 premiers siècles de la domination romaine ont vu le déclin des écritures vernaculaires. Les hiéroglyphes, d'abord, qui n'étaient plus utilisés que comme une écriture artificielle dans les inscriptions monumentales. Les hiéroglyphes ne sont plus attestés. Après 394, vous avez ici la dernière inscription hiéroglyphique qui se trouve sur un des murs du temple de Philae, dans le sud de l'Égypte. Le hiératique, lié aussi à la culture des temples, commence à ne plus être compris des prêtres dès le IIe siècle après Jésus-Christ. Comme le montre, par exemple, l'onomasticon de Thèbes-Tunis, qui est un manuscrit hiératique qui est criblé de gloses en démotique, qui était une écriture correspondant à une langue qui était celle de la vie de tous les jours, et donc mieux comprise évidemment que le hiératique, et des gloses en vieux copte. J'aurai l'occasion, dans quelques secondes, de revenir sur ce terme de vieux copte. Enfin, le démotique même, seule écriture d'usage courant pour dénoter la langue égyptienne parlée, eh bien, ce démotique décline en même temps que les temples où il était enseigné, et cela dès le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, et disparaît presque complètement au 3e siècle, même si le dernier témoignage écrit de démotique se trouvait toujours sur un des murs du temple de Philae, se trouve daté de 452. Ainsi, au tout début de l'Antiquité tardive, les Égyptiens se retrouvent dans une situation tout à fait curieuse et inédite pour eux. Ils n'ont plus d'écriture pour communiquer entre eux et sont obligés, quand ils le peuvent, eh bien, d'avoir recours au grec. Cette situation, évidemment, ne pouvait pas durer longtemps.
Les Égyptiens se sont alors tournés vers le grec, écriture alphabétique plus commode, pour tenter de se réinventer une nouvelle écriture pour noter leur langue. Il faut attendre le 1er, 2e siècle pour que se manifestent des essais tendant à créer, pour noter l'égyptien, un système graphique cohérent ayant recours à l'alphabet grec augmenté de quelques signes démotiques notant des sons, des phonèmes propres à l'égyptien. C'est ce que l'on appelle le vieux copte, qui est un stade intermédiaire entre le démotique et le copte à proprement parler. Le vieux copte qui est né dans un milieu païen soucieux de conserver un enseignement traditionnel et une écriture permettant de mettre par écrit des textes qui étaient liés à la pratique cultuelle, notamment la magie et l'astrologie. Vous avez ici un papyrus du 1er, 2e siècle où on voit, papyrus hiératique, où on voit déjà l'utilisation de ces mots en vieux copte. Les ostracas scolaires du temple de Narmoutis, dans le Fayoum, vous voyez où se trouve le Fayoum, datant du 2e, 3e siècle, et dans lesquels les mots hiératiques sont translittérés en vieux copte, offrent un bon exemple du contexte dans lequel se sont développés ces essais de vieux copte. Alors, parmi les diverses tentatives de vieux copte qui sont nées sur le territoire égyptien, eh bien, il est vraisemblable qu'au IIIe siècle, une de ces tentatives, un de ces systèmes ait prévalu et se soit diffusé par des moyens encore peu clairs pour donner naissance au copte proprement dit. Alors le copte, qui est une écriture grecque auquel sont ajoutés quelques signes supplémentaires que vous avez toujours à la fin de l'alphabet. Alors il faut voir dans cette création et dans ce développement du copte, il faut y voir une initiative des chrétiens, contrairement au vieux copte qui, lui, est l'apanage des païens, des chrétiens appartenant à des milieux égyptiens hellénophones aisés. D'où, d'ailleurs, la très grande quantité de mots grecs passés en copte. Alors, on n'a pas de pourcentage, mais ça pourrait tourner aux alentours de 20%. J'ai souligné ici tous les mots grecs de ce texte copte. Vous voyez, alors ce sont des substantifs, des verbes, mais vous pouvez avoir aussi des mots-outils comme des conjonctions ou des prépositions que j'ai mises en rouge, que j'ai soulignées en rouge. Le copte est donc un enfant du bilinguisme gréco-égyptien, avant tout mis au point pour la traduction des textes scripturaires, la Bible, en langue vernaculaire, un besoin que l'on voit poindre dès le IIIe siècle après Jésus-Christ, avec les glosses coptes ajoutées dans le texte grec d'Isaïe de ce célèbre papyrus, le papyrus Chester Beatty 7, ou bien les glosses que l'on trouve aussi dans les petits prophètes d'un codex de la Freer Collection. Vous voyez, l'image n'est pas très bonne, mais vous voyez dans la marge, vous avez, le texte est en grec, mais vous avez des glosses en copte. C'est au siècle suivant que le copte connaît une brutale expansion, non plus seulement comme un médium littéraire, mais pour l'usage quotidien, toujours dans des milieux chrétiens, alors milieux chrétiens orthodoxes, mais aussi hétérodoxes, puisque les premiers ensembles conservés se trouvent venir de milieux justement non orthodoxes, comme par exemple les gnostiques de Nag Hammadi, les manichéens de Kélis, dans le désert occidental, ou les méliciens du monastère d'Hathor. La population égyptienne, devenue majoritairement chrétienne, dispose désormais
d'un moyen d'écriture qui lui soit propre et qui lui permet enfin de communiquer dans sa propre langue, sans passer nécessairement par le grec. Mais le recours au copte ne se fait pas de façon uniforme dans l'ensemble de la société, ni pour n'importe quel type d'écrit. Si le copte, proprement dit, est l'apanage des Égyptiens, ceux-ci y ont recours selon une sociologie qui n'est pas toujours, je dois dire, facile à définir. Les milieux urbains plus aisés, plus cultivés, ont eu tendance à parler majoritairement le grec, contrairement à la population villageoise, moins riche, moins cultivée, qui s'accroche, disons, enfin, qui pratique plutôt le copte. De même, les milieux ecclésiastiques étaient globalement plus hellénisés que les milieux monastiques, à une époque où, rappelons-le, la langue officielle de l'Église était le grec, et il est resté très longtemps. Moines et anachorètes pouvaient en effet se passer du grec et avoir recours à ce qui était, pour la plupart d'entre eux, leur langue maternelle, soit par rejet ou indifférence vis-à-vis de la culture, la paideia grecque, qui imprégnait le monde. Vous vous souvenez peut-être des invectives de Chénouté, ce moine supérieur du monastère blanc, contre la culture grecque. Donc soit par rejet de cette culture, soit en se coupant de la vie active et publique où le grec restait indispensable. Et je vous ai mis à l'écran pour illustrer ce phénomène une lettre d'un anachorète célèbre, Apajan, qui signe cette lettre en copte. Ça, ce n'est pas son écriture, mais ça, c'est son écriture, et il est incapable de signer en grec, donc il signe en copte. Mais, de fait, la société, la majorité des papyrus coptes des 4e, 7e siècles émanent des milieux monastiques ou, comme je l'ai dit, de communautés religieuses sectaires comme les gnostiques ou les manichéens. Mais il faut immédiatement apporter un rectificatif pour ne pas sombrer dans la caricature. La nature presque exclusivement monastique de la documentation copte caractérise surtout le 4e, 5e siècle. Après, eh bien, l'usage du copte se répand dans d'autres milieux. De plus, le monachisme égyptien est beaucoup plus diversifié que les présupposés émis sur lui ne laissent penser. Il comprend une composante hellénophone et encourage même parfois le grec, de toute façon indispensable dans la gestion des activités économiques des monastères. Par ailleurs, les conditions du premier monachisme égyptien expliquent aussi que le grec ait été nécessaire à certains moines ou anachorètes qui jouaient un peu le rôle d'intermédiaire entre la population et les autorités hellénophones, les autorités grecques. C'est ce que montrent les archives bilingues du monastère milicien d'Hathor ou celle d'Apajan. Justement, cette lettre vient des archives d'Apajan et vous voyez qu'il a eu recours à un secrétaire en grec qui montre que le grec, même dans son milieu, était tout à fait nécessaire, d'autant plus que c'est une lettre qui est envoyée probablement à un haut fonctionnaire. Et tout cela contredit évidemment la vision idéologique transmise par la littérature hagiographique. Et inversement, des prélats de l'Église égyptienne pouvaient être des coptes non hellénophones. On sait par exemple qu'un certain Kalosiris, qui était évêque d'Arsinoé, a été obligé, lors du concile d'Éphèse, de se munir d'un interprète pour pouvoir comprendre les débats qui avaient lieu en grec. De même, deux grandes figures de l'Église égyptienne que sont Pisantios de Coptos et Abraham d'Hermontis ont été des évêques au VIe, VIIe siècle qui ne pratiquaient pas le grec. Bref, vous voyez, dans d'importants segments de la population, au-delà des polarisations que je viens de dessiner, s'est développé ou a continué à prévaloir un bilinguisme naturel. Au IVe siècle, des villageois de Kélis, qui portent même des noms bien égyptiens, écrivent indifféremment en grec
ou en copte. Par exemple, cette lettre de Madame Tat est au recto en copte, et puis en tournant son feuillet pour continuer, elle passe au grec. Au VIe siècle, les archives du village d'Aphroditée sont majoritairement grecques, et l'un de ses habitants, Dioscore, qui est un coptophone natif, est non seulement capable de rédiger des actes grecs. Alors là, c'est un texte qu'il a écrit en copte, dans sa langue, mais il est capable de rédiger des textes en grec, des documents en grec, c'est une lettre ici en grec, mais aussi, il va beaucoup plus loin, il est capable d'écrire des poèmes en grec. Ce bilinguisme était d'autant plus nécessaire que le grec et le copte n'ont pas eu jusqu'au 7e siècle le même domaine d'utilisation et furent donc par nécessité complémentaires selon, malgré tout, une évolution en faveur du copte. Alors regardons cette évolution. Jusqu'au VIe siècle, le copte est cantonné au domaine littéraire, je l'ai dit, traduction de la Bible, mais aussi composition d'œuvres nouvelles, de vie de saints, d'homélies, etc. Donc le copte est cantonné au domaine littéraire et au domaine, dans le domaine documentaire, aux textes privés, c'est-à-dire aux lettres. Tandis que les documents juridiques, les contrats, les documents judiciaires, les pétitions, les documents fiscaux, les reçus d'impôts, sont toujours et exclusivement rédigés en grec. Et même les lettres privées coptes témoignent d'une forte influence du grec, puisqu'elles empruntent à la lettre grecque sa structure et son formulaire. Vous voyez ici un exemple de lettre copte avec l'introduction, ce qu'on appelle le prescrit, qui est en grec. Alors le corps de la lettre est en copte, mais la formule de salutation finale est en grec, et sur le verso, l'adresse est aussi en grec. Tout cela dresse le tableau d'une population plus bilingue qu'on pourrait s'y attendre, qu'on pourrait le croire, et qui, en dehors du cas particulier des documents juridiques, passe d'une langue à l'autre selon des critères qui ne sont pas toujours évidents pour nous. C'est le cas de la lettre de Madame Tat que je vous ai montré tout à l'heure, ou qui ne se justifient pas encore complètement par l'appartenance au milieu monastique ou par une méconnaissance du grec. Avançons dans le temps, entre le milieu du VIe et la conquête arabo-musulmane de 641-642, on voit les premières tentatives pour émanciper le copte du seul domaine privé et en faire une langue acceptable aussi dans le domaine juridique et judiciaire, voire administratif. Alors, certains procès-verbaux d'arbitrage sont dressés pour la première fois en copte. C'est le cas de ce document qui est peut-être le plus ancien document copte qui ne soit pas une lettre privée. Il date de 549-550. On commence timidement à rédiger en copte des contrats qui scellent des transactions de petite envergure, comme des contrats de location, des contrats de prêt, mais certainement pas, évidemment, des ventes de terrain ou de maisons. Là, on préfère utiliser, évidemment, le grec. On s'aventure à rédiger, pour la première fois en copte, des pétitions qui sont adressées à certains fonctionnaires comme le défenseur civitatis, qui est le juge des petites gens. Mais on n'oserait pas adresser une pétition en copte à celui qui est le gouverneur des affaires, le juge des affaires importantes, c'est-à-dire le gouverneur de la province. Les décisions, justement, des gouverneurs pouvaient être affichées, qui sont émises, évidemment, écrites en grec, pouvaient être aussi affichées en copte au VIe siècle. On a le cas de cette copie d'une ordonnance et, à la fin, eh bien, le gouverneur dit « Nous ordonnons que cette ordonnance soit traduite en langue vernaculaire, c'est-à-dire en copte, et affichée ». Ce qui montre qu'il y avait, de la part de l'administration, une prise en compte
de la langue de la population, de façon évidemment à ce que les ordonnances administratives soient lues et mieux comprises. On notera cependant que ces essais, ces tentatives, ces premières tentatives d'émancipation du copte, que je viens de vous citer, eh bien, appartiennent au sud de l'Égypte. Elles se rencontrent en Thébaïde, autrement dit, une zone qui est à l'opposé de la capitale Alexandrie, exclusivement de langue grecque, cité qui a toujours cultivé une spécificité grecque, alors que la Thébaïde, au contraire, a cultivé une spécificité égyptienne et parfois même anti-grecque. Il est important de noter que ces essais, aussi ces premiers essais, ces premières tentatives, eh bien, datent de périodes d'instabilité politique comme celle inaugurée durant la première décennie du 7e siècle par le renversement et l'assassinat de l'empereur Maurice par Phocas, ou de périodes en rupture avec le pouvoir byzantin, notamment durant la conquête sassanide, la conquête perse de 619-629, qui a coupé l'Égypte du pouvoir byzantin, donc du pouvoir hellénophone. Il semble que c'est en se soustrayant d'une façon ou d'une autre au prestige du grec, langue de l'Empire, qu'imposait l'État byzantin, que les Coptes ont peu à peu pris conscience que leur langue pouvait jouer un rôle plus éminent que celui que lui avait concédé le grec. Et puis, avec la conquête arabe, qui met fin en Égypte à la domination byzantine, eh bien, le grec, qui continue à être utilisé jusqu'au 8e siècle, perd son statut de langue exclusive pour les documents juridiques, et ces documents juridiques, ces contrats, vont se multiplier en copte aux dépens du grec, avant évidemment que l'arabisation ne fasse petit à petit disparaître le copte. Il faut malgré tout souligner que jusqu'au 8e siècle, eh bien, les documents juridiques rédigés en copte eh bien, doivent beaucoup à la phraséologie et au lexique technique des documents grecs. Et d'ailleurs, il commençait, après une espèce d'estampille, ce qu'on appelle un protocolone gréco-arabe, il commençait par une invocation chrétienne en grec, ainsi qu'une datation, elle aussi écrite en grec. Ce n'est qu'après que le corps du contrat est écrit en copte, et même la signature, qui n'est pas sur cette photo, la signature du notaire, ce qu'on appelle la complétion, est elle-même écrite très souvent en grec. Alors, parallèlement à l'usage documentaire, eh bien, le copte devient la norme pour la rédaction des œuvres hagiographiques ou homilétiques, et ce, dès la fin du XVIe siècle, notamment à partir de l'épiscopat de Damiens, qui a joué un rôle très important dans le développement d'une culture copte originale. Alors voici, brossé assez rapidement, un historique du développement du copte qui nous servira de toile de fond pour notre étude de l'enseignement copte. Il se trouve que dès le début de son histoire se pose la question de l'enseignement du copte. Comment remplacer l'enseignement du démotique, traditionnellement dispensé par les prêtres dans les sanctuaires païens, comment remplacer cet enseignement par un enseignement du copte dans une société qui a complètement changé, qui est désormais chrétienne, et où les écoles, depuis des siècles, ont vocation à enseigner le grec. Cet enseignement était d'autant plus nécessaire que le copte est une écriture d'invention récente qui ne pouvait se diffuser, qui ne pouvait se maintenir et se canoniser, je dirais, qu'à travers un enseignement à large échelle. Voilà qui, au-delà des problématiques, disons, pédagogiques, donne une importance capitale à l'étude du problème de l'école copte.
Alors, mais il nous faut au préalable définir ce que recouvre l'appellation enseignement copte ou école copte. Alors, a priori, l'école copte est une école où l'on enseigne le copte, au sens large, la langue, l'écriture, mais aussi la littérature, à des coptes. De même que l'enseignement copte est l'enseignement du copte ou de la littérature copte à des coptes. Mais dans une société foncièrement bilingue, dans laquelle le grec est la langue de référence, et dans la mesure où le copte lui-même, par son écriture, par son lexique, vous l'avez vu, est intrinsèquement lié au grec, eh bien on doit se poser la question des rapports de l'enseignement copte avec l'enseignement grec. Le premier calque-t-il dans ses méthodes, dans sa progression, l'enseignement grec qui bénéficie d'une tradition beaucoup plus ancienne? S'il ne le calque pas, l'enseignement copte a-t-il développé des méthodes et des objectifs différents de l'enseignement grec? L'enseignement copte pouvait-il être concomitant de l'enseignement grec, soit dispensé par le même maître, soit par un maître différent, ou bien les deux types d'enseignement se succédaient-ils, voire s'excluaient-ils? Toutes ces questions théoriques, qui tournent autour des relations étroites entre l'enseignement grec et l'enseignement copte, et c'est des relations que le copte et le grec entretenaient dans la société bilingue de l'Antiquité tardive, se posent de façon aiguë lorsqu'on se tourne plus concrètement vers les documents scolaires. Quand ceux-ci relèvent du premier degré, c'est-à-dire apprendre à lire et à écrire, eh bien, il n'est pas toujours facile de déterminer si on a affaire à un exercice scolaire qu'il faut replacer dans le cadre d'un enseignement copte ou dans celui d'un enseignement grec. Si l'on prend par exemple la tablette scolaire de la Bibliothèque nationale de France, que j'avais déjà eu l'occasion de vous montrer, que vous pouvez voir si vous allez au musée de la Bibliothèque nationale de France, rue Richelieu, eh bien, cette tablette datant du 7e siècle, qui donne des portions de syllabaires et de deux alphabets, un à l'endroit sur une face et l'autre à l'envers sur l'autre face, la présence de lettres coptes mises en colonne sur l'extrême droite de chacune des faces donnerait à penser que cette tablette a été écrite par un maître enseignant le copte. Aussi pourrait-il paraître étonnant que cette tablette soit absente du corpus des textes scolaires de Monika Azizka, que je vous ai montré tout à l'heure, alors qu'elle est incluse dans le corpus des textes scolaires grecs de Raffaella Cribiore. Mais cette tablette a-t-elle été vraiment écrite par un maître enseignant le copte? On notera que sur la première face, les lettres coptes sont séparées de l'alphabet grec. Vous voyez, il y a même un trait ici qui les sépare. Donc séparées de l'alphabet grec et comme rajoutées après une colonne de syllabaires que vous avez ici. Gas, guess, guess, guise, gos, gus, gos, etc. Syllabaires, par ailleurs, que vous avez ailleurs sur la tablette, dont on constate qu'ils ne comportent aucune lettre copte. S'ajoute à cela un détail passé inaperçu dans l'édition de cette tablette, aussi bien par Patrice Cauderlier que dans la reprise qu'en a faite Raffaella Cribiore. La lettre copte que vous avez ici, qui est la dernière lettre de l'alphabet copte, Ti, qui ressemble à une croix. Vous voyez qu'elle est dotée d'un tréma, ces deux petits points ici. Comme si cette lettre était interprétée comme résultant de la superposition d'un to et d'un iota. Iota qui est une des deux seules lettres grecques qui peut porter le tréma, comme c'est d'ailleurs effectivement le cas ici dans l'alphabet, vous avez l'iota avec le tréma. Comment expliquer cette graphie de la lettre copte Ti? Eh bien, c'est là une réinterprétation grecque de cette lettre
qui, en fait, dérive du démotique, qui a la valeur phonétique de ti, et qui n'a absolument rien à voir avec le grec. Cet indice inciterait à penser que le maître était avant tout hellénophone, encore qu'au 7e siècle, il ait été plus facile à un copte de rattacher la forme de cette lettre au grec qu'au démotique qui avait disparu depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, malgré la présence des lettres coptes, cette tablette pourrait en toute logique très bien s'inscrire dans un enseignement avant tout grec. La présence des lettres supplémentaires coptes ne doit pas étonner, puisque leur connaissance pouvait être utile même à des hellénophones qui, dans la vie de tous les jours, étaient directement confrontés aux coptes et à des documents qui, même écrits en grec, pouvaient contenir des lettres coptes. Et là, je vais vous montrer un exemple, par exemple, de comptabilité, de liste, où vous avez une série de noms propres et ensuite de sommes. Et vous voyez, elle est écrite en grec, mais vous voyez que de temps en temps, on a eu recours à des lettres coptes pour noter des noms de personnes. Vous voyez là, Helena, par exemple, on a mis le hori, qui marque l'aspiration. Ici, vous avez le kiema. Ici, vous avez le dj, pujaj. Donc, il pouvait être utile aussi de connaître les lettres coptes pour pouvoir notamment lire ce type de document. Mais alors, à plus forte raison, que penser des exercices où ne se rencontrent que des lettres grecques? Est-il raisonnable de les ranger a priori dans le corpus des textes scolaires coptes, comme le fait à plusieurs reprises Monika Azicka? C'est le cas, par exemple, de toute une série d'exercices, de copies de lettres séparées. Vous voyez, ici, décidément, j'ai un problème avec... Voilà. Non, il ne veut pas. Voilà, vous avez, par exemple, ici un exercice avec des ro, fi, etc. Et vous voyez que ces exercices ne contiennent que des lettres grecques, et pourtant, ils sont inclus dans le corpus des exercices scolaires coptes. C'est la même chose avec, si on passe aux alphabets, vous voyez ici plusieurs exercices de copie de l'alphabet sans lettres coptes, et pourtant ces textes ont été inclus dans le corpus des textes scolaires coptes. Alors, beaucoup de ces documents sont tardifs, 7e, 8e siècle, mais est-ce une raison pour exclure qu'ils aient pu résulter d'un enseignement grec, comme si le grec n'avait pu encore être enseigné à cette époque? Les syllabaires ne sont pas non plus sans poser quelques interrogations. Alors, si certains font intervenir des lettres coptes, eh bien d'autres ne déclinent les syllabes qu'à partir des lettres grecques. Alors, débarrassons-nous tout de suite du cas du numéro 77 du recueil d'Azicka, syllabaire, ou quelle classe dans les syllabaires coptes, pour la bonne raison que se trouve ici la lettre Shai, qui est une lettre copte. Mais si vous regardez bien l'image, vous verrez qu'en fait, c'est une erreur de lecture. Il n'y a absolument pas la place de mettre ici un Shai. Donc, erreur de lecture, on élimine ce texte. En tout cas, ce qui reste de ce syllabaire ne comporte justement, c'est pour ça qu'on l'élimine, aucune lettre copte, et il est erroné d'écrire, comme le fait le site du British Museum, puisqu'il s'agit d'un texte qui se trouve au British Museum, comme vous voyez, Inscription Language, coptique. Ben non, ce n'est pas coptique. Quant aux autres cas, j'ai eu l'occasion de vous les présenter l'an dernier. Alors, prenons maintenant l'inscription scolaire de la tombe de Beni Hassan. Vous savez, cette tombe qu'avait découverte Champollion, qui a servi à abriter une communauté monastique. Eh bien, le syllabaire suit deux schémas, un schéma bilitaire
donc 2 lettres ou trilitère, 3 lettres. Or, les lettres coptes sont absentes du syllabaire. Vous n'avez que des lettres grecques. Alors, enseignement purement grec? Ben non, puisque les lettres supplémentaires coptes sont données, mais alors, non pas juste après l'alphabet grec, mais dans un coin du tableau, entre 2 registres du syllabaire. Continuons avec cette tablette de Duke, comportant sur une face 3 colonnes, là encore de syllabaire trilitère, de bax à bar, puis sur l'autre 9 colonnes de syllabes trilitères, de bas à bac, puis une nouvelle série commençant par gamma, sans aucune lettre copte. On aurait pu en effet avoir Bach, Baf, Bach, etc. Mais là encore, je vous mets ce qu'on aurait pu avoir là, mais qu'on n'a pas. Mais là encore, les lettres supplémentaires coptes sont listées sur la première face, après l'alphabet grec. Alors, ce n'est pas très lisible sur la photo, mais vous les avez là. Ou, à nouveau, sur la seconde face, après le syllabaire. Alors, les syllabaires, on l'a vu il y a 2 ans, c'est un des fondamentaux de la pédagogie grecque, pouvaient être variablement copticisés dans un enseignement qui faisait malgré tout place au copte à travers l'alphabet. On voit que dans l'apprentissage des syllabes, étape importante, très importante dans l'enseignement primaire, eh bien, les maîtres développaient des pédagogies qui faisaient plus ou moins place aux lettres coptes. Alors, pour reprendre notre question de départ, enseignement grec ou enseignement copte, il n'est donc pas facile de trancher, la réalité étant finalement beaucoup moins polarisée que ne l'implique un tel questionnement. Alors, quittons les exercices de lettres et de syllabes et regardons les troisième degrés dans la progression des exercices pour apprendre à lire et à écrire, c'est-à-dire les listes de mots. Eh bien, plus de 10 listes de mots se retrouvent dans le corpus de Monika Azicka, alors qu'elle ne comporte que des mots grecs. Mais il serait téméraire de conclure qu'ils sont en bloc à replacer dans le cadre d'un enseignement du grec. Regardons-les de plus près, parce que vous savez, en papyrologie, c'est toujours comme ça, ce sont les détails qui permettent de comprendre l'ensemble. Alors, le numéro 227 et 228, ce sont des listes de mots assez maladroitement écrits sur papier datant du 10e, 11e siècle. Donc c'est très très tardif. Nous sommes à une époque où le grec n'était plus du tout utilisé en Égypte et il n'est pas vraisemblable que l'on ait affaire au reste d'un enseignement du grec. Alors comment expliquer que ces fragments de listes soient occupés exclusivement par des mots grecs? Eh bien, c'est que ces listes donnent des séries de mots commençant par delta et xi, 2 lettres grecques qui ne sont pas naturelles en copte. La première correspond à un phonème qui n'existait pas en copte et qui est souvent rendu par un nu, un to, nt, ce qui explique qu'elle ait été utilisée avant tout pour des mots d'origine étrangère, principalement grecque. Quant au xi, eh bien, il était employé surtout dans les mots grecs, le copte préférant remplacer le son xe par un kappa et un sigma. Il était donc inévitable que pour des séries de mots commençant par ces 2 consonnes, on ait été obligé d'aller chercher des mots grecs entrés en copte. C'est aussi ce qui s'est passé avec ce texte, le 230, qui est une liste de mots en zeta. Zeta, z, est un phonème lui aussi étranger au copte, et de fait, les mots de cette liste sont des noms propres étrangers issus pour une grande part de la Bible.
Mais dans le cas présent, et je reviens au 227-228, le verso de 230, non, pardon, de 230, dans le cas présent, eh bien, le verso enlève tout doute sur l'ambiance scope de cet enseignement, puisqu'il donne une liste de mots en epsilon et en θ qui, excepté deux noms propres, sont des formes verbales coptes, donc aucun problème d'interprétation. On a bien affaire ici à un texte qui est à remettre dans le contexte d'un enseignement du copte. Ce sont donc des raisons uniquement phonologiques qui expliquent le caractère grec de certaines de nos listes de mots. Les deux autres séries de mots de la même époque, qui sont elles aussi écrites sur papier, un papier qui est un support qui a remplacé le papyrus à l'époque médiévale, c'est le 226 et 229, comprennent, au milieu des traditionnels non bibliques, d'authentiques mots coptes que j'ai surlignés. Mots coptes qui permettent de conclure que ces listes ont servi à former un copte au copte à une époque où la langue grecque n'était plus utilisée et où d'ailleurs le copte lui-même était en train de décliner sous l'effet de l'arabisation. Alors revenons à l'époque où un enseignement du grec était encore plausible, c'est-à-dire avant le IXe siècle. Tout d'abord, faisons un sort rapide à cet ostracone, que Cribioré date du IVe siècle et que personnellement j'aurais plutôt tendance à situer au Ve siècle, à partir, disons, du type de céramique. Ostracone donnant une liste de mots disyllabiques et trisyllabiques, classés par ordre alphabétique. Vous avez 56 noms encore lisibles, 56 mots, remontant tous à la littérature classique grecque et sont empruntés, à l'exception de quelques noms historiques comme Xerxès ou les trois des 7 sages grecs, Thalès, Solon et Chilon. Excepté ces noms historiques, eh bien, ces noms sont tous empruntés à la littérature épique, Homère, Hésiode, Apollonios de Rhodes, voire la tragédie et la comédie. L'absence de noms chrétiens et le manque d'indices d'une ambiance copte ne laissent aucun doute sur le fait que cette liste a été utilisée dans le cadre d'un enseignement grec. Donc, je l'éliminerai du corpus d'Asiska. Il en va de même, selon moi, avec son numéro 236, qui est une liste de mots disyllabiques en alpha et en bêta, qui sont tous des mots grecs. Et le fait que deux d'entre eux ne soient pas attestés comme des emprunts du copte au grec, Antos et Buros, et que l'unique nom propre de cette liste soit Amon, divinité païenne, même si le nom a pu être aussi porté par des chrétiens, donne à penser que cette liste a, elle aussi, été utilisée dans le cadre d'un enseignement grec. On retrouve aussi une divinité païenne dans le numéro 237. Vous voyez à la ligne 7 le nom Hermès. Mais nous avons vu l'an dernier que ce nom a été aussi porté par un saint vénéré en Égypte, ce qui correspondrait mieux à la coloration exclusivement chrétienne des autres noms propres de cette liste, la plupart issus de l'Ancien Testament. Et comme vous le voyez, le nom d'Ève a été écrit ici avec une lettre copte, Eura, tandis qu'à la ligne 5, Diknou se rapproche d'une forme qu'a prise le verbe grec deiknumi en entrant en copte. Alors, il est plus difficile d'expliquer la forme elten que vous avez là, qui est un aoriste du verbe grec erkomai et qui ne semble pas apparaître en copte. En tout cas, cette liste contient des indices qui invitent à y voir les restes d'un enseignement, peut-être du copte, en tout cas dans un milieu copte. Cet ostracone, le 231, qui est datable du 7e, 8e siècle, donne des séries de mots en alpha et en bêta. Et au milieu des noms habituels bibliques et patristiques, dont je signale en passant 2 n'ont pas été vus par l'éditeur, Aquiculas, qu'en fait il faut lire Aquilas,
Achias, qu'il faut lire Achias, qui est le fils du grand prêtre Achitob dans l'Ancien Testament. Et ici, il faut restituer Arioch, lion sauvage, qui est aussi un nom vétérotestamentaire. Eh bien, au milieu de ces noms bibliques, on voit deux noms communs grecs, Archégos, qui veut dire l'ancêtre, le chef, et Basanos, qui veut dire torture, qui sont tous les deux très employés par la Septante, ce qui explique leur entrée dans le copte via les traductions de la Bible. Mais l'absence de mots authentiquement coptes ne doit pas tromper. Cet ostracone a une autre face qui a été édité séparément sous un autre numéro par Azizkas, qui est très dangereux pour la bonne interprétation de chacune des faces. Et cette face que je vous ai mise là ne comporte que des formes verbales coptes. Donc cette liste c'est donc sans aucun doute inscrite dans un enseignement du copte. Et je terminerai par le 232, qui est un ostracone difficile à dater du fait de son écriture très maladroite, comme vous pouvez le voir à la droite de l'écran, dont les deux faces donnent des listes de mots en bêta, gamma, delta et mu, et là encore, à côté des noms bibliques ou patristiques, les noms communs sont tous grecs, mais sont attestés en copte. Cette liste a donc pu être utilisée dans un enseignement du copte. Alors, si j'ai souhaité passer en revue ces textes, ce n'est pas pour m'adonner au plaisir sadique de critiquer les options qui ont présidé au choix de Monica Azizka dans la constitution de son corpus, mais c'est avant tout pour vous montrer que la question du contexte linguistique et culturel de l'enseignement des rudiments de la lecture et de l'écriture est, durant l'Antiquité tardive, une question épineuse qui demande beaucoup de nuances. Nous avons des alphabets grecs où les lettres coptes sont ajoutées sans qu'il soit possible de déterminer s'ils ont été écrits dans le cadre d'un apprentissage du grec ou du copte. Nous avons des syllabaires tantôt intégrant des lettres coptes, tantôt les ignorant, alors que dans ces derniers cas, les alphabets qui les côtoient contiennent les lettres coptes. Enfin, nous avons des listes de mots qui, lorsqu'elles contiennent des noms communs grecs, peuvent avoir servi soit à un enseignement du grec, soit à un enseignement du copte. Comment sortir d'une situation si complexe et, je dirais, si fluctuante? L'aporie dans laquelle nous nous retrouvons tient tout d'abord à la nature de la langue et de l'écriture copte et à leurs conditions d'éclosion. Né dans des milieux égyptiens très hellénisés, empruntant la presque totalité de son alphabet au grec et intégrant une grande quantité de mots grecs, comme j'ai déjà dit, bien le copte se situe socialement, se situe scripturalement et linguistiquement à l'interface du grec et de l'égyptien, ce qui explique les mélanges et les contaminations à l'œuvre dans les documents scolaires. Dès le IVe siècle, on a des témoignages d'un enseignement bilingue. Par exemple, dans cette lettre de Kélis du IVe siècle, on a un père qui écrit à son fils « Étudie tes psaumes, qu'ils soient en grec ou en copte ». Même avec le temps, lorsqu'il se répand dans des milieux moins bien hellénisés, le copte n'en reste pas moins une écriture avant tout grecque, et la langue n'en continue pas moins à intégrer, à absorber maint vocable grec, ce qui explique le caractère hybride des exercices scolaires du premier degré. Par ailleurs, le grec reste jusqu'au 7e siècle la langue de l'administration, ce qui a dû inciter les maîtres d'école coptes à donner à leurs élèves coptophones une teinture de grec nécessaire dans un monde où le contact avec l'administration, avec les documents grecs, était inévitable. En outre, les textes étudiés à l'école étant, comme nous l'avons vu, choisis de plus en plus par des maîtres chrétiens, dans les Écritures, dans la Bible, eh bien, il fallait former les élèves
coptophones à comprendre les nombreux mots grecs que les traductions coptes de la Bible ont absorbés. Aussi peut-on se demander s'il est possible de distinguer l'enseignement copte de l'enseignement grec. Non seulement la contiguïté des deux langues rend l'exercice difficile et périlleux, mais les conditions socio-linguistiques de l'Égypte des 4e, 7e siècles incitent à penser qu'il s'agit là d'un faux problème. L'enseignement grec était de plus en plus souvent à destination de coptophones natifs, désireux d'apprendre une langue leur permettant de mieux s'intégrer dans une société où le grec sert de référence, tandis qu'inversement, l'enseignement copte se devait de délivrer une formation minimale en grec, dont on a rencontré l'an dernier des exemples, avec cette liste de mots bilingues, voire thématiques, où certaines coquilles montrent qu'elles ont été produites par des coptes, notamment ici, vous avez le mot grec deutéra qui est rendu par deutéra. Je vous ai dit que le delta n'est pas un phonème, disons, familier des coptes qui le remplace par nu, n ou tau. N et tau. Dans ces conditions, apprendre à lire et à écrire ne pouvait se faire que dans le cas d'un enseignement hybride. Aussi comprend-on maintenant les raisons qui ont poussé Raphaël Acribioré à intégrer dans son corpus les exercices élémentaires grecs et coptes antérieurs au 8e siècle, 8e siècle qui voit l'effacement du grec. Aussi, et je terminerai par là, faut-il revenir sur l'essai de définition que j'ai donné de l'école copte, une école où l'on enseigne le copte à des coptes. Cette définition, évidemment, doit être élargie. C'est une école où l'on enseigne le copte ainsi que le grec à des coptophones. Il ne pouvait en être autrement dans une société si profondément biculturelle. Eh bien, cette école, nous allons la découvrir à partir de la semaine prochaine, à partir des dossiers que j'ai choisis pour leur représentativité, démarche qui m'a paru préférable à celle qui consiste à faire du bricolage, pour obtenir une certaine factice à partir de pièces de provenance et de périodes diverses. Nous commencerons la semaine prochaine donc en suivant dans leurs efforts pour apprendre à lire et à écrire des élèves scolarisés sur la rive ouest de Thèbes. Je vous remercie.